Aujourd'hui, l'outre-mer représente 14 territoires éparpillés sur 4 océans. C'est pour la France l'avantage d'une zone d'exclusivité maritime égale à 20 fois sa superficie. Près de 3 millions de personnes y vivent sur des surfaces éclatées, aussi vastes qu'un sixième de la France hexagonale. L'océan Atlantique regroupe dans l'arc antillais, mon pays, la Guadeloupe, puis la Martinique. La Guyane, elle, se trouve sur la partie nord-est de l'Amérique du Sud. Beaucoup plus au nord, les îles de Saint-Pierre et Miquelon se situent non loin de Terre-Neuve. Dans l'océan Indien, en bordure de la côte est africaine, il y a Mayotte, les îles Éparses et au large de Madagascar, la Réunion. D'autres territoires inhabités, les îles Crozet, les îles Kerguelen et la Terre Adélie, sont dispersés à la frontière du continent blanc, l'Antarctique. Enfin, l'océan Pacifique abrite la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et ses 5 archipels, Wallis et Futuna, ainsi que Clipperton au large du Mexique. Mais si la diversité des peuples et des cultures de l'outre-mer est à l'image de la géographie, l'histoire leur a légué un même fardeau, celui du passé colonial. Pour éliminer les séquelles du passé en outre-mer, le président Valéry Giscard d'Estaing accorde leur indépendance à partir de 1975 aux Nouvelles-Hébrides dans le Pacifique, à Djibouti et aux Comores dans l'océan Indien. Mayotte reste française. Mais à la fin des années 80, la métropole comme l'outre-mer sont confrontées au bouleversement de la mondialisation. Dans les Antilles-Guyane, les mouvements indépendantistes se radicalisent et multiplient les attentats contre les symboles de l'État français afin que la vie change. François Mitterrand est réélu président de la République en mai 1988. Pour entamer un nouveau parcours et éradiquer la violence, le gouvernement français renforce l'exécutif local. Création de conseils régionaux, de l'Université des Antilles-Guyane, de l'Université de la Réunion, défiscalisation pour favoriser les économies internes et le tourisme en plein essor depuis 1970. Les langues et les cultures créoles sont officiellement reconnues. Mais c'est à Paris que le besoin de reconnaissance identitaire parmi les Antillais de métropole est le plus manifeste. Arrivé dans les années 60, il représente les 2/3 de l'immigration ultramarine et occupe pour la plupart des emplois subalternes dans la fonction publique, administration, postes et hôpitaux. Aujourd'hui, un Antillais sur 4 né aux Antilles vit en métropole. Ces inquiétudes font ressurgir la question de l'esclavage toujours présente dans les mémoires. Les Antillais de Paris manifestent pour qu'elle soit reconnue comme le fondement de leur histoire, mais aussi comme une composante de l'histoire de France. La loi Taubira est votée en 1999. Monsieur le ministre, chers collègues, nous avons donc le 18 février 1999 examiné et adopté à l'unanimité cette proposition de loi tendant à reconnaître la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Ce texte est constitué de 6 articles dont le premier proclame: la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien, d'une part, et d'autre part, l'esclavage perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques, aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, indiennes et malgaches constitue un crime contre l'humanité. Le marasme économique et social dont ces départements ne parviennent pas à se débarrasser a toujours été au centre des revendications statutaires pour plus d'autonomie. En Martinique, la revendication de l'élite politique de plus d'autonomie a été lancée depuis plus longtemps et surtout les indépendantistes ont réussi à conquérir des positions de représentation qui sont très fortes, en grande partie grâce à la personnalité de leur leader. Et ce n'est pas le cas en Guadeloupe. Dans les années 90, après avoir renoncé à la violence, les organisations indépendantistes décident de conquérir le pouvoir par la voie démocratique. En 1998, l'indépendantiste Alfred Marie-Jeanne est élu à la présidence du Conseil régional de la Martinique. Mais c'est à Basse-Terre, en Guadeloupe, que les 3 présidents des régions françaises d'Amérique vont se réunir en 1999 pour réclamer un changement de statut et davantage de pouvoirs locaux. Là, j'ai réussi quelque chose et je revendique de réunir le socialiste arabe, l'indépendantisme Marie-Jeanne et la chiracienne Michel Chevry pour faire cette fameuse déclaration de Basse-Terre. Et aujourd'hui,
Nous avons eu une modification de la Constitution. Pour la première fois, on voit apparaître dans la Constitution française le nom de Guadeloupe, Martinique et Guyane. La réforme constitutionnelle de 2003 modifie les statuts des DOM-TOM. Après un référendum, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique deviennent des départements et régions d'outre-mer avec une autonomie élargie. Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna accèdent au statut de collectivité d'outre-mer. Enfin, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de Polynésie française à l'exception des terres australes, deviennent pays d'outre-mer au sein de la République. Peu à peu, la diversité institutionnelle s'impose. La société s'est développée brusquement à partir des années 80. La Guyane est passée de à peu près 100 000 habitants au début des années 80 à 200 000 habitants aujourd'hui. Donc une explosion démographique. Et cette explosion démographique s'est faite dans le sens de la création d'une société multiculturelle, multiethnique. En 2008, l'effondrement des marchés financiers mondiaux provoque l'envol du coût des matières premières. En novembre, en Guyane, l'augmentation du prix de l'essence dépasse toutes les prévisions. Une grève paralyse le pays. 1,77 € pour 1 litre de carburant. À côté, à 2 encablures, vous avez le Venezuela. À côté, vous avez le Suriname. Et à 3 encablures, vous avez Trinidad, producteur de pétrole. Nous avions en Guyane l'essence la plus chère du monde. En Guadeloupe, on était à 1,53 €. Il y a 20 centimes de différence, mais quand même, c'était très cher. Les gens ne pouvaient plus tenir. Et puis, les élections prud'homales arrivent, les syndicats qui s'affrontent dans une élection qui est la leur, et qui disent, nous allons faire un mouvement général contre la vie chère. La Guadeloupe embraye derrière la Guyane et réclame une baisse des prix de l'essence et des produits alimentaires qui ont explosé au cours de l'année 2008. Va naître alors le plus grand mouvement social qu'ait connu l'outre-mer français. En France, une grève générale, ça n'aurait pas duré 48 heures. En Guadeloupe, ça a duré 44 jours. Sarkozy a pris la parole le 19 février, pour la première fois. Pour la première fois, le 19 février. Madame Alliot-Marie a pris la parole une seule fois. Vers cette date-là aussi, c'était pour dire qu'elle envoyait des renforts de gendarmes en Guadeloupe pour maintenir l'ordre public. Donc, en fin de compte, c'était le mépris le plus total. C'est aussi ce mépris qui déclenche le mouvement. Après le refus du préfet de les rencontrer en décembre, les dirigeants syndicaux décident de créer le LKP, Lionnage contre Profitation, un collectif d'une 50aine d'organisations syndicales, politiques, associatives et culturelles. Le 20 janvier 2009, le LKP amorce pacifiquement un vaste mouvement de revendications populaires. Donc leur succès tient à ce qu'ils ont donc fédéré des revendications syndicales plus des revendications sociétales. Et c'est cela qu'ils ont appelé un lionnage. Et ça, il y en a pas considérable dans l'opinion. Nous avons tous été plus ou moins LKP, quoi. LKP nous a fait vibrer. Et durant plusieurs semaines, on marchait dans les rues, mais on avait plaisir à être ensemble, à discuter dans les rapports de voisinage. Et le taux de délinquance est tombé à 0 durant cette période. C'est assez étrange. On a l'impression qu'il y avait une violence constitutive de la société qui était en train de baisser. Et ça créait en nous de l'enthousiasme. Moi, en son côté, et en tête, que là où moi acheté en bité, avec si l'argent en touché là, pour moi sentir en vivre, et avec un petit peu de 1 000 € là, qu'on est pour être en moins, alors qu'on travaille pendant 42 ans. Je suis fière et contente d'être guadeloupéenne. Je suis pas en rouge, désolée. Par la puissance du mouvement populaire qu'il suscite, le LKP entraîne tous les autres départements de l'outre-mer dans la contestation. Il puise aussi sa force dans un malaise jamais dissipé, celui du passé esclavagiste. La question de l'influence des béquets martiniquais ressurgit. Faisons un peu d'histoire. On revient à 1848 avec l'abolition de l'esclavage, où les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés et pas les esclaves. Donc en fin de compte, on peut dire sans se tromper que les rentes des sociétés esclavagistes ont permis aux mêmes familles
de constituer des groupes ou de prendre des franchises dans certains groupes européens ou mondiaux pour cadenasser la vie économique de la société. Et l'État central s'est toujours appuyé sur ces groupes, sur ces grandes familles, pour maintenir une certaine stabilité sociale, une certaine stabilité politique, et donnant ainsi libre cours à la pérennité de cette société dite de plantation. Les béquets ont été souvent stigmatisés pour plusieurs raisons, mais je pense que c'est essentiellement aussi la réalité sociologique. Le béquet est le symbole de la puissance financière, de la réussite, de ceux qui font, hier la canne, aujourd'hui la distribution, l'immobilier, etc., etc. Donc c'est celui sur lequel on a voulu taper. Notre économie est cadenassée complètement par justement cette casse-béquet qui, même si sa puissance est à relativiser aujourd'hui, a encore maîtrise des leviers et les gens sont conscients de ça, même s'ils ne le disent pas tout le temps. Et quand arrivent des périodes de crise très fortes où bon, on n'en peut plus, etc., où ils s'expriment, eh bien cette question-là ressurgit évidemment. Pour tenter de dénouer cette crise, Nicolas Sarkozy rassemble politiques et membres de la société civile à Fort-de-France en juin 2009 afin de réfléchir à l'avenir statutaire des départements d'outre-mer et plus largement à leur évolution. Moi, ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, par ailleurs, c'est pourquoi un conflit social dans un département français débouche sur le problème du statut. Est-ce que si la Bretagne, la Meurthe-et-Moselle, la région PACA avait connu un conflit d'une telle ampleur, on aurait proposé un changement de statut? Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce lien qui est fait entre revendications sociales et statut politique. D'autant que, et je crois que c'est quand même très important, le problème du statut politique n'a jamais été posé par le LKP. En novembre 2009, le président de la République annonce 137 mesures pour le développement de l'outre-mer, dont l'objectif est de réduire l'écart économique et social avec la métropole et d'offrir aux différents départements qui le demandent la possibilité de s'engager vers plus d'autonomie par la voie d'un référendum. Les élus de Martinique et de Guyane ont demandé à exercer davantage de responsabilités en organisant leur collectivité selon le régime prévu par l'article 74 de la Constitution. Le gouvernement a donc décidé de consulter directement les Martiniquais et les Guyanais en janvier 2010. Les élus de Guadeloupe et ceux de la Réunion m'ont proposé un schéma différent. J'en ai accepté de principe, car il n'est écrit nulle part que nos Outre-mer doivent suivre le même chemin au même moment. Je le redis très simplement, mais avec force, la question de l'indépendance de la Martinique et de la Guyane ne sera pas posée. En janvier 2010, les résultats du référendum sont sans appel. En Guyane, le non à un changement de statut atteint près de 70% des suffrages exprimés et près de 80% en Martinique. Derrière la question du changement de statut, il fallait qu'on pense les changements de statut. Parce que dans chaque territoire, il y a une manière peut-être particulière de penser le changement de statut, de penser un changement de gouvernance, et je laisse la notion de statut à côté, qui soit en rapport avec quelque chose qui tienne compte de la dynamique propre à chacune des sociétés. La dynamique propre à la société guyanaise et ce qui l'attend, son devenir, n'a rien à voir avec la dynamique de la société martiniquaise. Quand bien même nous sommes subsumés, nous sommes couverts par un même parapluie institutionnel. L'histoire tissée entre les pays d'outre-mer et la France a traversé bien des vicissitudes. Leurs peuples ont connu la soumission, l'émancipation, le développement, l'autonomie parfois. Les vieux antagonismes s'estompent. Malgré les séquelles héritées de l'histoire, le passé colonial est presque révolu. Aujourd'hui, l'outre-mer et la France sont ensemble confrontés au temps de la maturité et de la responsabilité. La lame de fond de la mondialisation a finalement renforcé les liens avec la France en leur donnant un sens différent. L'outre-mer ne veut plus être le sujet, mais l'acteur d'une histoire commune. C'est une autre vision de soi qui se profile, être enfin pleinement du monde et non plus du bout du monde.